Quand Nietzsche, qui a conceptualisé la chose, s'en prend violemment au nihilisme, ce n'est évidemment pas par un goût de l'abstraction pure et incorporelle. Non, non, il a en tête très concrètement des pensées, des textes, des personnes bien précises qu'on regroupe sous le terme générique de schopenhauérien. Gérard Lebrun, peut-on dire alors comme Nietzsche qui le traitait de vieux croque-mort tout en l'admirant comme on sait et à quel point que Schopenhauer est un des noms du nihilisme, peut-on dire qu'à l'articulation de Kant et de Nietzsche, Schopenhauer serait comme la genèse du nihilisme moderne? C'est une question difficile, je crois qu'on peut au moins donner les réponses suivantes. Premièrement, si l'on se règle sur l'accueil que reçut Schopenhauer, j'entends l'accueil qu'il reçut 10 ans avant sa mort, quand il commença de façon très, très inopinée. Ça l'a étonné et fait rire lui-même à être connu, à être célèbre. Il y a eu un effet de médiatisation soudaine. Alors, on peut répondre oui à votre question, oui, parce que c'est auprès du public littéraire, des grands écrivains, de Flaubert, de Maupassant, des Russes, que Schopenhauer va avoir un écho qui va dans le sens du nihilisme. Un seul exemple, un jeune Russe va faire ses études de philosophie à Berlin, il suit des cours de philosophie allemande à l'université qui devait l'ennuyer assez, il rentre en Russie avec Schopenhauer sous le bras, il devient Tourgueniev. Hein. Je cite l'exemple de Tourgueniev parce que quand même, Père et Fils, c'est le livre qui crée le terme nihilisme. Non, qui ne le crée pas, le terme est allemand, il est employé par Jacobi, je sais, mais enfin qui lui donne sa résonance internationale. Et le livre, alors voilà un bon exemple, le livre est dû à la lecture de Schopenhauer. Le personnage de Bazarov est un personnage schopenhauerien. Donc on peut répondre tranquillement oui, et puis il y a des textes que peut-être je vous citerai de Maupassant et qui nous permettent aussi de répondre oui. Maintenant, deuxièmement, est-ce que Schopenhauer lui-même se serait proclamé nihiliste? Alors ça je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Et c'est là que la question commence à devenir complexe. Nous aurons peut-être l'occasion de l'aborder. Hein. Nihiliste, il l'est. Mais, oui, il voudrait bien l'être. Mais pour une certaine race de gens qu'il n'aime pas. Plutôt que de parler dans l'abstrait, je préfère prendre je voulais le faire après, mais faisons-le tout de suite, ça sera plus clair. La dernière phrase du Monde comme vouloir, hein, le Monde comme vouloir qu'il écrit entre 1814 et 1818. Il vaut la peine de souligner quand même que ce chef-d'œuvre à tout point de vue, érudition, dextérité conceptuelle, est écrit par un homme qui a exactement entre 26 ans et 30 ans. Hein. C'est un exemple. Tout jeune. Avec David Hume, c'est un des très rares exemples en philosophie de précocité. Parce que ce n'est pas un petit essai, pas ça, hein, c'est une somme d'érudition incroyable. Et alors la dernière phrase du Monde comme vouloir, c'est, je cite la traduction Burdeau, qui prend un peu quelquefois des libertés avec le texte, comme ces traductions du 19e, celle-là est corrigée d'ailleurs, mais enfin, nous n'avons pas le temps d'aller à l'allemande, et elle n'est pas déformante. Nous autres, nous allons hardiment jusqu'au bout, pour ce que le vouloir anime encore. Ce qui reste après la suppression totale du vouloir, c'est effectivement das Nichts, le néant. Mais à l'inverse, pour ceux qui, comme je vous y invite, ont converti et aboli le vouloir, c'est notre monde actuel, ce monde si réel, avec tous ses soleils et toutes ses voies lactées, qui est le néant, das Nichts. C'est le dernier mot de l'œuvre, das Nichts. Bon. Alors là, c'est très ambigu, et volontairement. Si vous laissez encore, et nous allons essayer de voir ce que ça veut dire, animé par le vouloir vivre, ma prédiction, vous apparaîtra une prédiction nihiliste, le néant. Oui, tout à fait. Vous croirez que je vous invite à
accueillir le néant. Mais si au contraire, mais si à l'inverse, vous avez, comme je vous y invite dans le dernier livre, laissé en vous, parce que ça se fait très rarement, c'est très rare d'y arriver, laisser se convertir et abolir le vouloir, alors c'est le monde représenté qui vous paraîtra le néant, et vous ne serez aucunement des nihilistes. Voilà ce que veut dire Alors ça donne déjà l'idée de la force et de la radicalité de la conversion, de l'épistrophée qu'exige Schopenhauer. Je crois que assez peu de gens l'ont compris. Je ne suis pas sûr que Nietzsche, et je pèse mes mots, ait voulu tout à fait le comprendre. Schopenhauer fournit donc des munitions aux écrivains nihilistes, aux Russes, on pense à Tourgueniev par exemple, et puis des Français aussi. Alors, ils ont lu quoi chez Schopenhauer? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont allés y chercher? Oui, c'est Maupassant qui va vous répondre sur ce point. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte de l'idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli la plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été faite. Il a tout traversé de sa moquerie et tout vidé. Il fut le plus grand saccageur de rêves qui ait jamais passé sur terre. C'est peut-être lui faire un peu d'honneur, quand même. C'est un très beau texte. Ça répond, je crois, c'est exactement à votre question, qu'est-ce qu'ils allaient y chercher? Ben oui, ça c'est su, c'est Flaubert qui l'avait écrit à Maupassant. Vous avez lu ça, allez donc lire ça, oh là là. Et c'est comme ça que peu à peu, ça s'est su dans la République des Lettres, qui avait un grand saccageur de rêves, qu'on pouvait voir d'ailleurs. Je crois que c'est à l'hôtel d'Angleterre tous les soirs à Francfort, et il y a le reportage de Chalmel-Lacour, qui devait plus tard être un homme politique important de la Troisième République, qu'il ne faut pas manquer. Il ressort de ce reportage que Schopenhauer devait jouer les stars avec quelque complaisance, mais enfin, il impressionnait les gens. Alors voilà ce qu'ils ont été y chercher. Alors peut-être qu'il est plus intéressant, on comprend très bien ce qu'ils ont été y chercher, mais déjà c'est significatif, ils ne pouvaient pas aller chercher ça chez un autre philosophe. C'était pas un philosophe comme les autres. Il n'était pas sur la longueur d'onde des autres philosophes. Alors on a dit, Schopenhauer c'est quelqu'un, et même un excellent interprète de Schopenhauer a dit qu'il s'était quand même trompé de patrie. Il se réclamait de Kant. En réalité, il ne pouvait pas savoir qu'il annonçait le concept d'inconscience, Freud, etc. Alors là, je n'en suis pas sûr du tout pour ma part. Je crois que Schopenhauer, c'était un post-kantien. Seulement, nous, pas post-kantien, on entend toujours Fichte, Hegel, Schelling. Et Schopenhauer constitue une bifurcation. Il a une lecture, il révérait Kant, tout en ne l'épargnant pas. Sa critique de la philosophie morale de Kant est une des plus sévères qui soit avec celle de Bergson. Mais il crée, il le dit très bien, la très abondante critique de la philosophie kantienne qu'il insère dans le monde. Il en sépare le bon grain de l'ivraie. C'est un découpage d'ailleurs extrêmement original, audacieux. Original, il est ce découpage. Au début, on croit que non, c'est vraiment quand même pas le Kant auquel nous sommes habitués. Ben oui, c'est le Kant que lui, il avait lu la plume à la main, de près, et qu'il découpe pour les besoins, bien sûr, de son œuvre en gestation. Alors oui, il était solidement implanté dans la philosophie allemande, mais d'une manière tout à fait insolite. Ses critiques à Kant n'ont rien à voir avec celles de Fichte, de Hegel. Une seule précision. Alors que la bête noire de ce qu'on appelle les idéalistes allemands, c'est la monstrueuse chose en soi, là, ce noyau d'incognoscibilité que Kant, on ne sait pas pourquoi, a tenu à maintenir au cœur du système. Schopenhauer dit, mais bien encore, c'est ce qui est le plus génial, la chose en soi, chez Kant. Il faut la conserver. Et ça, je parle de ça parce que je crois que ça a une incidence très, très forte sur le concept de nihilisme. Et puis, c'est une chose qui a été mal comprise. On a dit, Schopenhauer, c'est un de ceux qui se sont vantés de connaître, de pénétrer à l'intérieur de la chose en soi. Oh là là!
Il faut voir avec combien de précautions au début du monde il aborde cette question. Et ce qu'il nous dit, c'est Kant lui-même nous a fait nous représenter la chose en soi comme un super, enfin dans beaucoup de textes, un super étant tel que si nous avions une autre lorgnette, un équipement mental autrement constitué, nous pourrions nous la représenter. Mais c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Ce qu'il y avait de génial dans la chose en soi, mais ça, Kant ne l'a pas vu, c'est que c'était le tout autre de la représentation. L'irreprésentable total. Alors il ne faut pas du tout chercher à connaître la chose en soi, de sorte que c'est faux de dire que Schopenhauer nous offre la connaissance de la chose en soi. Oh non, avec combien de précautions, et à l'occasion de l'analyse du vouloir en nous, de ce qui se passe en nous, quand nous sommes les auteurs d'un acte dit volontaire, parce que c'est le seul échantillon que nous puissions avoir d'un contact tangentiel avec la chose en soi, il nous donne le sentiment de ce que c'est que la chose en soi. Mais connaître à proprement parler, non, c'est impossible. Ça veut dire, et vous voyez la profondeur de la révolution, la chose en soi, elle n'est pas du tout à concevoir comme quelque chose au-dessus de nous, et que nous pourrions encore regarder si nous étions pourvus d'un intellect plus perçant. Elle est au-dedans de nous, c'est tout à fait autre chose, mais les hommes, une fois de plus, sont des apolliniens invétérés, comme dira Nietzsche, c'est lui qui a lancé le concept, peut-être pas le nom, mais le concept, c'est lui. Sont des apolliniens, ils imaginent tout en termes de représentation. La représentation, c'est pas important, la représentation. Si, c'est important pour ces vivants, pourvus d'un système nerveux central, surtout, c'est le lumignon qui leur sert à se guider. Mais tout ramener à ça, hein, c'est pas du provincialisme, hein. Alors là, on peut dire que la subversion commence à devenir très sérieuse. Au fond, c'est Schopenhauer qui a pris la mesure de la révolution kantienne, en quelque sorte. Hein. Ah, on peut le dire. Écoutez, je dirais, on peut le dire, ça serait peut-être, ça ne satisferait pas tout le monde. En tout cas, moi, j'affirmerais, avec plus de mesure, une chose, c'est Schopenhauer, je crois, je trouve, qui nous fait le mieux prendre conscience, avec le plus de précision, de ce que Foucault appelle dans Les mots et les choses, là, le surgissement, avec Kant, grâce à lui, de l'âge de l'homme et l'effraction en de l'âge de la représentation. Alors là, il a utilisé un peu Schopenhauer. À mon avis, il aurait pu l'utiliser bien davantage, c'était vraiment The Right Man pour Foucault, dans la deuxième partie des mots et des choses. Ça, oui. On peut le dire. Moi, je reviendrai bien, Gérard Lebrun, à ma question de départ. Au fond, qu'est-ce que le concept moderne de nihilisme doit à Schopenhauer, alors? Eh bien, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, nous n'avons pas encore parlé. Je dirais un effet de décentration dont je ne vois pas l'équivalent dans la philosophie du XIXe siècle, dans la philosophie post-kantienne. Alors là, je vais être obligé de résumer les choses quelque peu grossièrement. Ce que nous dit Schopenhauer dans Le monde comme vouloir, bon, il y a donc ce vouloir qui anime le monde, auquel on a reproché d'être une entité. Ça, je ne vais pas discuter cette question. Et dont les vivants, tous les êtres de la nature sont les expressions, les manifestations, et puis parmi certains de ces vivants, il y en a qui sont... Parce qu'il avait fait des études de physiologie, de médecine, il y a un côté positiviste hein, chez Schopenhauer, ça c'est très important. Oui, il ne faudrait pas l'oublier, effectivement. D'ailleurs, il y a toujours deux présentations de son système, il dit de l'intérieur, par l'expérience interne, et puis à partir des données des sciences. Et je n'ai jamais fait autre chose que de transcrire en philosophie ce que Bichat a dit en
physiologie, ça il faut en physiologie, ça il faut le prendre très au sérieux. Le vouloir et la représentation, c'est la transcription, presque terme pour terme, et puis il tient à le montrer très scrupuleusement, du grand partage de Bichat entre vie organique et vie animale. Vie organique, toujours en fonction, vie animale, vie relation intermittente. Ah, ça c'est fondamental. C'est fondamental, c'est le levier dont il se sert pour faire sauter la vieille distinction des prêtres entre l'âme et le corps. Tout ça, c'est Bichat qui nous a fait tout comprendre. Alors, je tiens à souligner ce point parce que je pense que ce qu'on a appelé le nihilisme au XIXe siècle est inséparable d'un certain retentissement, qu'il reste à analyser, bien sûr, des sciences et de la physique, de la chimie, surtout de la médecine en premier lieu, de la physiologie en premier lieu, sur la mentalité intellectuelle. Et on a eu très vite fait de se débarrasser d'études qui seraient très précises, qui exigeraient beaucoup de précision, de méticulosité, en parlant de scientisme. Je dis que le nihilisme, oui, il est inséparable du scientisme. D'ailleurs, il n'y a qu'à ouvrir Père et Fils de Tourguenieff pour s'en apercevoir, de lire Martin Dugard, par exemple, le journal du docteur Thibault. Il y en aurait d'infinis témoignages. Eh bien, il y avait ce côté-là aussi chez Schopenhauer. Donc, il y a cette volonté ce vouloir, il ne faut jamais dire la volonté, c'est déjà un contresens, ce vouloir. Et puis ce vouloir, il se trouve, alors nous allons prendre les choses du point de vue que Schopenhauer appelle objectif, c'est-à-dire en nous plaçant sur le terrain des sciences de la nature. Moi, je trouve que c'est là que Schopenhauer est le plus convaincant. C'est quand il prend ce point de vue. Donc il s'investit dans des animaux supérieurs, et ces animaux supérieurs, doués d'un cerveau, animés par ce vouloir, qui devient en eux un Bill zum Leben, je pourrais dire sophistiqué, raffiné. Ils le prennent vraiment à leur compte, le vouloir vivre. Et alors, le vouloir, il ne faut pas oublier que chez Schopenhauer, le vouloir, c'est le principe ontologique, si vous voulez. Mais c'est aussi l'équivalent du malin génie. C'est lui qui crée l'illusion. Parce que les êtres vivants se prennent au sérieux, ils ne voient pas qu'ils ne sont que le dépositeur combien éphémère de ce vouloir, et ils identifient ce qui est vraiment le comble de la mégalomanie. Le vouloir, leur individualité, mais l'individu est une erreur, dit Schopenhauer. C'est-à-dire, ils pêchent par, on pourrait dire, par apollinisme forcené, quoi. C'est Apollon disant, prenant la place de Dionysos. Voilà ce qui se passe avec les vivants. Alors étonnez-vous évidemment que des catastrophes se succèdent. On peut lire aussi, tout au moins les deux dernières parties du Monde comme vouloir, comme cela, et les analyses de l'égoïsme et la cure philosophique, s'il y en a une, va consister à orienter les hommes vers une lente renonciation, c'est très difficile, à l'égoïsme. Ce qu'il entend par là, c'est l'assimilation combien abusive du vouloir aux limites de notre individualité. Alors c'est pour ça, on s'est parfois moqué à la suite de Nietzsche, qui était bien méchant, de la pitié, du Mitleid. En réalité, le fondement de la morale de Schopenhauer, c'est pas si stupide que ça. Il ne faut pas en croire certaines railleries de Nietzsche. Le Mitleid, c'est le moment où nous commençons à renoncer aux exigences de notre individualité jalouse et égoïste. Bon, alors à ce moment-là, vous connaissez la réaction de Nietzsche, c'est une interprétation très légitime, celle de Nietzsche, et il voulait quand même, lui, le vieil athée, il voulait quand même sauver la morale. Ça, il y a des textes de Schopenhauer qui donnent tout à fait raison à Nietzsche,
particulier dans les suppléments du Monde comme Vouloir, on peut interpréter l'œuvre selon cet angle de prise de vue, c'est certain. Mais revenons à notre nihilisme. Pour le nihilisme, il en ressort que s'il y a un optimum à recommander, que doivent recommander les philosophes, il ira dans ce sens-là. Renoncer, non pas au vouloir vivre, mais à cette assimilation abusive faite par contresens du vouloir vivre avec les limites apolliniennes de notre personnalité. Renoncer à cela. Alors profitons-en pour dire quand même que, contrairement à un de ces contresens, vraiment contresens, si répandu en philosophie, mais celui-là a la vie particulièrement dure, Schopenhauer n'a jamais recommandé le suicide, hein, bien au contraire. Alors, mais ça, il y a des gens qui en sont persuadés, et puis qui l'affirment avec aplomb. Hein. Non, au contraire, pour lui, le suicide, c'est le fait de prendre encore trop au sérieux les intérêts du vouloir vivre. Oui. Alors, quand on a eu trop de catastrophes, on se tire une balle dans la tête, c'est qu'on prenait encore trop la vie au sérieux. Voilà ce qu'il dit, Schopenhauer. Là, il vaut la peine de prévenir ce contresens. Je l'ai entendu faire, et parfois par des gens estimables, je ne sais combien de fois. Alors Schopenhauer devient le bonhomme qui recommandait d'en finir le plus vite possible. Mais non, c'était un supplice plus raffiné qu'il recommandait. Il recommandait de se tenir à distance. Oh, il y a certainement des appels à la sagesse antique, de se tenir à distance et de se laisser de moins en moins affecter par la détresse et les catastrophes qui peuvent nous atteindre. Bref, de rompre. On ne peut jamais totalement rompre, bien sûr, sans ça. On mourrait d'inanition. Il y a des échos chez les stoïciens, là. Hein. Au maximum, avec le vouloir vivre. C'est cela qui a irrité Nietzsche aussi. C'est surtout la fin du Monde comme Vouloir. Il y a des échos chez les stoïciens de ce que vous nous dites là. Il a repris, sa culture était si immense, notamment chez les anciens, il a repris, bien des thèmes, il cite beaucoup. J'ajouterais une chose, c'est que ce n'est pas et ça on ne le dit pas assez, ce n'est pas par délectation morose que Schopenhauer nous dit le vouloir s'affirme, et il s'affirme mal, comme nous l'avons vu, à mauvais escient. Et puis se nie, ou peut se nier. Alors il peut se nier dans l'art, il y avait une théorie de l'art qui énervait au plus haut point Nietzsche, chez les saints, chez les... etc. Mais pourquoi? Alors là, on pourrait croire quand même qu'il y a une complaisance quelque peu masochiste, hein, osons le mot. Non, parce qu'il faut bien expliquer comment un regard philosophique a pu pénétrer enfin la vérité, à savoir que le vouloir est l'essence du monde, et dire ce qui en résulte. Pour cela, il faut un détachement par rapport au vouloir. Le fameux renoncement, c'est la condition de possibilité de l'écriture du monde comme vouloir. C'est le retrait qu'il faut prendre pour avoir accès à cette vérité si dérobée et si difficile. Il insiste toujours là-dessus. J'ai pu regarder que par le trou de la serrure. Ce n'est pas du tout une révélation de la chose en soi triomphale qu'il nous propose. Alors, je pense que vous voyez que ce qu'on pourrait imputer à délectation morose, à masochisme, est conceptuellement une des conditions de possibilité de l'œuvre elle-même. C'est une très grande œuvre, le Monde comme Vouloir. Hein. On n'en finit pas c'est une de ces œuvres qui contiennent, qui disent les conditions de leur propre possibilité.
Ouais, mais bon.